Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo achat manga. Là, je profite d'un petit passage à la librairie à côté de chez moi pour faire l'intro. Déjà, dans un premier temps, la vidéo sera composée en plusieurs parties. Il y aura une partie où je vais d'abord aller à la librairie à côté de chez moi. Là, c'est juste en face. Ensuite, je vais aller chercher un colis de l'intégrale d'un manga. Ce manga, je ne vous dévoile pas le contenu, vous le verrez ça en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'au bout. Et ensuite, il y aura un passage à Bazar du Manga. On sera avec quelques potes. Voilà, vous le verrez à ce moment-là. Là, je vous avoue, ce que je suis en train de tourner, c'est avant ce passage à Bazar du Manga. Donc, vous verrez. Vous, ça sera tout de suite. Moi, ça sera demain. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Et du coup, vous allez m'accompagner un petit peu sur les points que j'ai à faire. À la base, je devais aussi passer à la poste. J'y suis passé pour voir si j'avais des colis. Et j'en avais pas du tout. Donc, je me suis un peu déplacé pour rien. Mais au moins, je sais que j'ai rien, c'est pas grave, tranquille. Et du coup, on arrive à la librairie qui s'appelle le tome 47. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Ça va. Je vais prendre la BD déjà que je voulais. C'était Nippon. Enfin, Nippon. Nippon. Hop. C'était cela, Nippon Yokai. Nippon Yokai, ok. Voilà, qui sont vachement bien. Par carte. Ouais. C'est bon. Vous voudrez le ticket? Ça, généralement, quand on se le prend une ou deux fois dans le ventre, après. Et ben aujourd'hui, je vais vous présenter les éditions ici même Yes. pour une double raison, triple raison même. Parce que j'adore, qui est sans doute la première motivation. Yes. La deuxième motivation, c'est que ici même, c'est un très bel éditeur tout jeune, toute petite structure. C'est des passionnés de livres. Ils sortent peu de titres par an, c'est soigné, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. Cette année, ils ont une passe un petit peu compliquée au niveau de la trésorerie, avec le contre-coup des augmentations de charges sur le papier, l'essence, etc. Ils ont lancé un crowdfunding où les gens ont pas mal suivi, donc a priori l'aventure va pouvoir se continuer comme il faut. Et ce triptyque-là, qui est consacré au Japon traditionnel, c'est assez nouveau dans la production. Chaque volume va raconter un aspect du Japon traditionnel. Par exemple, le jeu des 10 histoires, ça raconte une légende qui dit qu'une fois par an, les gens sont invités à se raconter l'histoire la plus effrayante dans la nuit, de préférence. Donc là, on va suivre cette petite réunion. Donc là, on a les gens qui partent dans les bois avec leurs petits lampions et ils vont se raconter leurs histoires les plus effrayantes. Et alors la cérémonie se passe de telle manière qu'ils vont être en cercle, les 10 personnages vont être en cercle, les petits lampions vont être dans une autre pièce et chacun des personnages va raconter son histoire. Et donc concrètement, d'un point de vue graphique, on va avoir l'illustration de ces 10 histoires en bande dessinée. Et donc évidemment, il est question de démons, on peut mourir, il y a de la sorcellerie, il y a plein de choses. Et une fois que l'histoire est racontée, les invités, tout le monde va voter pour savoir si ça a bien été aussi effrayant que ce qui était dit. Et là, dans ce récit-là, tout le monde va dire bah oui, c'était super effrayant. Donc on va donner la possibilité à l'orateur d'aller éteindre sa petite bougie dans la pièce d'à côté. Et tout le monde va faire la même chose. À chaque fois, on va décréter que c'est une histoire très effrayante. Et on va se retrouver dans le noir total où le yokai local, le petit démon du lieu, va pouvoir sortir et se révéler. Et voilà, c'est une super belle histoire. Il y a pas mal d'influences aussi à l'estampe, à la tradition japonaise évidemment. Les couleurs sont magnifiques. Voilà, et en réalité c'est un livre c'est des livres, c'est un triptyque, et qui peuvent être lus quasiment à tout âge. Comme on disait dans l'ancien temps, de 7 à 77 ans, sans problème. Yes. Celui-là, Ouais. c'est sûr, je vais le prendre parce Ouais, qu'il je le m'avait recommande. beaucoup intéressé. Pas de souci.
Et ça, je pense que je vais le prendre plus tard aussi. Ouais, sans problème. C'est des super éditeurs. Yes, nickel, merci beaucoup. Je t'en prie. Et sinon, est-ce que vous avez des recommandations d'autres titres? Eh bien, il y a... Est-ce que tu connais Lone Wolf? Ah oui, ouais. Ouais, ça on l'avait déjà vu. Ouais, on avait déjà parlé en plus. Bah, j'ai les 2 premiers tomes. Ouais, c'est une grosse saga. Et là, elle tire sur sa fin parce que le 11e volume vient de sortir. Donc, c'est des très gros mangas. Alors, c'était épuisé depuis pas loin de 20 ans, hein, je dirais. C'est en petit format. Et c'est une immense fresque chorale autour du Japon traditionnel où on va suivre un samouraï ronin 100 mètres et qui va rencontrer dans sa quête d'un nouveau maître un garçon, un petit gamin qui parle pour ainsi dire pas, qui est un peu énigmatique et dans leur périple à errer à travers le Japon et faire justice, évidemment il va leur arriver plein de choses. On va rencontrer aussi des alliances entre les différents seigneurs. En fait, c'est une sorte de western, hein, mais c'est du western japonais. C'est un récit qui est culte. Ouais, ça a inspiré des grands comme Tarantino. Exactement. Culte au cinéma, culte en littérature, au théâtre. L'éditeur qui est Panini a réédité vraiment en version collector. Chaque volume vaut 32 €. Au final, il y en aura 12. Donc pour le moment, il y en a 11 qui sont sortis. Et 12, il sort en août, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, exactement. C'est monumental. Et il y a un aspect aussi très littéraire. C'est du manga, c'est de la bande dessinée, mais il y a cet aspect aussi très littéraire où on est un peu à la croisée des chemins et c'est super intéressant de refaire revivre un peu cette grande œuvre. Et en plus avec une édition mais vraiment incroyable. Ouais. Là, on est sur du 32 €, rigide. Donc on enlève la jaquette, c'est super beau. Page, tout est beau, c'est vraiment... Même juste comme ça, je l'aurais pris. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'on pourrait peut-être presque... Non, ils n'en ont pas fait un poster, mais ça aurait presque pu. Ah oui. Voilà, ça c'est super bien. Dans la veine toujours manga, là il y a une autre réédition en cours depuis quelques années. C'est Phoenix. Qui est peut-être le manga un peu à part d'Osamu Tezuka, qui est arrivé plutôt dans la fin de sa carrière. Alors Tezuka, il faisait, à ce qu'on dit, et je veux bien le croire, plus de 300 planches par semaine. Ah oui, ça je savais pas. C'était un dingue et il a produit, on pourrait remplir la librairie quasiment que de ses œuvres. Il a produit pour tous les âges, pour tous les supports, beaucoup seul. Alors là il y a un peu une légende, mais il était un petit peu accompagné quand même de temps en temps. Et l'une de ses œuvres les plus énigmatiques, c'est Phoenix, l'oiseau de feu, où on va suivre une sorte d'énorme fresque qui se passe sur toute l'histoire de l'humanité, où on va aller très très loin dans le passé, on va aller très très loin dans le futur, mais les volumes ne sont pas chronologiques. Donc on peut très bien lire un volume qui va être un peu plutôt sur la préhistoire, un autre complètement à une autre époque. Nous, lecteurs, on va devoir reconstituer un peu cette saga, parce qu'on est foutu comme ça, on veut de l'ordre. Et le fil directeur entre tous ces petits personnages, des imbrications de bribes de vie, de choses comme ça, vont commencer à prendre sens à chaque fois qu'il y a cet oiseau, ce phénix, qui passe au-dessus d'eux, où il y a quelque chose qui se passe, qui est quelque chose de l'ordre de la quête du Graal, de l'éternité. En tout cas, tous ces personnages qu'on voit à travers les siècles et à travers les millénaires, on a l'impression que c'est toujours les mêmes. Donc il y a une forme de résurrection, de métamorphose, peut-être de s'améliorer, quelque chose de l'ordre de la réincarnation. En tout cas, il y a un mouvement qui est enclenché. Et c'est presque un manga qui est sur la notion de temps. Et là, on n'est pas très loin de ce qu'avait pu faire aussi Kubrick avec 2001 l'Odyssée de l'espace, ou sur des œuvres qui sont un peu mystiques, où on peut, quand on le relira, et quand on le relira encore une fois, et encore relira encore une fois, de toute façon, on le relira jamais de la même manière. Là, ça dépend du parcours de lecture de chacun, mais c'est génial. Et alors, Tezuka, il a ce truc d'avoir un dessin assez minimaliste, avec trois archétypes de personnages, généralement, qu'on retrouve à peu près dans tous ses mangas. Et on a l'impression que c'est assez simple. Et en fait, lui, ça lui donne la possibilité d'animer ces personnages presque comme des cartoons, et d'aller très loin dans le scénario. Il y a une sorte de distorsion, justement, entre ce minimalisme et ces explorations psychiques. Il y a des mangas chez Tezuka qui sont absolument effroyables, enfin, où il est capable d'aller dans les tréfonds de l'âme humaine, que peu de mangakas sont allés chercher, en fait. Et en fait, c'est pas besoin d'avoir beaucoup de décors. Tout repose sur la psychologie de ces personnages. Phoenix, c'est un des mangas de Tezuka que je veux absolument lire. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Alors, je sais plus combien il y en aura, je crois que ça doit être 8, je crois. Parce que dans mes souvenirs, il y en avait une vingtaine en format poche. Là, on en est à 4. Je crois que ça doit être l'équivalent d'au moins 2. Ouais, il y en a, à vue d'œil, je dirais qu'il y en aura 7 ou 8. Ok, j'étais persuadé que c'était un one-shot. Ah non.
Non, Grosse fresque, Wow. ouais. Ok. Qu'est-ce qui pourrait... Et c'est bien, ils ont tiré sur le pianiste. Il m'a intrigué quand je l'ai vu tout à l'heure. Alors, je sais que ça... Normalement... Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je sais qu'il y a eu un précédent titre des mêmes auteurs qui a été porté à l'écran en dessin animé. Ah ouais. Qui n'a pas eu un énorme succès, Mhm. mais qui traite toujours du jazz, et jazz un peu polar. Ok. Là, a priori, si je dis pas de bêtises, on est à Cuba, et c'est une affaire un peu géopolitique sur fond de bossa nova. A priori, voilà. Alors, je ne l'ai pas encore lu, il vient de sortir. Le format est atypique. Tout est un peu atypique dans ce livre. Il est vraiment énorme. Il est gigantesque, c'est des grosses planches. C'est étonnant ce choix de papier glacé. Il y aura forcément des partisans du pour, des partisans du contre. C'est aéré. Pour le moment, c'est un mystère. Je ne sais pas encore où exactement, mais en tout cas, il y a une grosse densité. Et je pense que le scénario est très costaud. Bah, C'est une enquête, c'est un polar. C'est un truc qui peut grave m'intéresser. Et Ouais. au vu de la couverture, je pensais que Ouais. c'était du noir et blanc. Ouais, Bah là, ils ont non, cassé le truc. surprenant. Ouais, Ouais. tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais te... J'ai les yeux qui tombent sur Steve Cusor. Steve Cusor, il n'a pas fait énormément de bandes dessinées vraiment connues. Chez Air Libre, chez Dupuis, il en a fait 2 comme ça. Mhm. Là, c'est adapté d'un roman que je ne connaissais pas, de Stéphane Crane, et qui raconte la vie d'un jeune soldat pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Ok. Et en fait, ça va être très étonnant parce qu'il n'y aura jamais de contexte historique, géopolitique. On va juste avoir le quotidien de ce jeune paysan qui est enrôlé de force, qui meurt de trouille, qui pense qu'il va mourir dans peu de temps, qui logiquement s'y oppose. Et plus s'y oppose, plus c'est difficile de dire il faut que j'aille au front. Et au bout d'un moment, il y a ce truc un peu de fatalité de dire bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Et donc l'assaut s'enclenche, il y va, plein de copains meurent. Et lui, il est toujours vivant. Fin de la journée, fin de l'histoire, et il va falloir remettre ça le lendemain. Et voilà. On est dans quelque chose d'hyper nihiliste, très dur, où en fait on arrive très proche du non-sens de la guerre, sans comprendre les enjeux, sur une ligne de front qui fait plusieurs milliers de kilomètres, où personne ne sait exactement ce qui se passe nulle part, et sans idéaux du tout. Et c'est un récit qui est assez impressionnant. Les couleurs sont étonnantes, fonctionnent bien, où on navigue tout le temps un peu dans la forêt, de nuit, et on n'a jamais un panorama de 360 degrés. On est tout le temps presque en immersif. Ok. C'est en fonction de la nature, la localisation, etc. Ouais, exactement. Ok. Et alors, pour le coup, sans précédent, là qui n'était pas tiré d'un roman, ça c'est une histoire assez folle. J'ai pas poussé les recherches assez loin. Il y a une grande partie de faits historiques et une autre partie où c'est de la fiction. Et c'est très difficile de distinguer les deux. Ok. Le propos, on va avoir 2 narrations. On va avoir une narration qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où on va suivre un contingent de soldats noirs américains. Et le contingent de soldats noirs américains veut aller combattre l'ennemi. Ils veulent en découdre. Sauf que leur hiérarchie leur dit non, vous, alors c'est pas dit comme ça, mais clairement c'est ce qu'on nous dit dans le livre, vous êtes des noirs, vous n'avez pas le droit d'aller combattre. Évidemment, si on combat, qu'on gagne, la gloire, elle tombe sur celui qui a gagné. Donc c'est sûrement pas les noirs qui vont l'avoir. Nous, on a fait absolument l'inverse en France. On a collé les tirailleurs en premier, qui se sont fait dézinguer aux États-Unis. Les noirs restaient sur place, donc ils étaient confinés dans le nord de la France, sur les plages, et ils devaient faire des leurres pour l'aviation nazie, de faire croire qu'il y avait des mouvements de troupes. Alors, il y avait des tanks gonflables, faire des faux campements, etc., des faux mouvements de troupes. Ok. Donc ça, c'est un fait historique qui a vraiment existé. Ce qui est toujours historique aussi, qui a existé dans le même temps, c'est qu'aux États-Unis, il existait un département de sauvetage d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, un service de l'ordre du FBI, quoi. D'opérations de sauvetage d'œuvres qui ne devaient pas tomber dans les mains de l'ennemi. Il y a même un film dessus. Ouais, tout à fait. Et pour recontextualiser, on est aussi dans des États-Unis où il commence à y avoir des mouvements contre la ségrégation raciale. Alors, ils sont en avant-garde, mais ça commence sérieusement à grogner dans la population. Donc ça, c'est le contexte historique. Et là où démarre la fiction, c'est que les auteurs vont nous faire imaginer que ce contingent noir va avoir une mission par ce département d'État de sauvegarde d'œuvres de dire puisque vous voulez aller combattre, récupérez
aller récupérer le premier drapeau américain qui a été chopé par les nazis et qui est dans le bunker d'Hitler. En gros, c'est ça. Et donc, puisque vous voulez faire quelque chose, allez-y, et au cœur du sujet. Et alors, on va avoir une autre narration, du coup, c'est de nous raconter comment s'est construit le premier drapeau américain. Et là, c'est pareil, c'est hyper étrange parce qu'il y a énormément d'éléments vrais. Le drapeau américain est issu de la guerre de sécession, qu'il a été fait à la va-vite pour une sorte de parade victorieuse en chemin des soldats, où c'est une noire qui l'a confectionné la nuit. Et là où je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas poussé la recherche complète. En tout cas, dans le récit, on le dit, c'était pas tout à fait le même drapeau. Et sur ce drapeau, il y avait des étoiles, et il y avait une étoile noire pour signaler la communauté noire américaine. Et ce premier drapeau qui est aux mains d'Hitler, c'est ce premier drapeau qui laisse la trace de la communauté noire. Et donc évidemment, pour ce contingent noir dans les années 40 d'aller chercher ce drapeau, est vachement plus important encore pour dire mais regardez ce qu'on a fait. Nous aussi, on fait partie de l'histoire des États-Unis et on a le droit au même droit et au même devoir que les couleurs. C'est à la fois hyper classique au niveau du dessin et en même temps sur un sujet qui est hyper bien maîtrisé. C'est vachement fort. Ah, celui-là, il peut vraiment beaucoup m'intéresser. Ouais. Celui-là aussi d'avant, mais celui-là aussi. Mais l'autre d'avant, c'est presque une expérience immersive de la guerre. Point. Et là, on est vraiment sur une sorte de panel des implications, parce qu'en fait, concrètement, on va de la guerre de sécession jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qu'en réalité, cette période-là, mais même au niveau mondial, fait bloc. S'il n'y avait pas eu la guerre de sécession, il n'y aurait pas eu, etc., etc., etc. Comme nous, en France, on n'aurait pas perdu en 1870. Qu'est-ce que ça aurait fait après en 1914 sur la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce que ça aurait fait après sur 39-45? Et que tout ça, ça a toujours été les mêmes enjeux de conquête de territoire, d'idéologie. Et finalement, si on veut comprendre l'histoire des États-Unis aujourd'hui, on est à la veille des élections américaines, on en revient presque systématiquement tout le temps à la guerre de sécession, qui a été un traumatisme jamais résolu, américain, de guerre civile, où on a une partition très forte entre une lutte anti-esclavage, en gros, même si ce n'est pas que le facteur, et une poussée industrielle, de révolution industrielle, qui a permis au progressisme de prendre la main. Pour la petite histoire, ça me fait toujours sourire, mais le premier parti aux États-Unis, au tout début des États-Unis, il y avait un seul parti, il s'appelait le Parti démocrate. Et c'était un parti esclavagiste. Et le Parti républicain est né pour faire scission de ce parti démocrate. Et on connaît la suite, et donc en gros il y a toujours deux gros partis, mais c'est marrant que les valeurs soient complètement inversées, parce que le Parti démocrate aujourd'hui est perçu plutôt à juste titre comme étant le parti progressiste. On a eu Barack Obama président, et historiquement c'était le parti esclavagiste dans sa naissance. Et le Parti républicain, qui était le parti progressiste historiquement, est devenu le parti réac, ultralibéral et réac, conservateur aux États-Unis. Les valeurs se sont complètement inversées. Et là, enfin, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui le savent, mais c'est un point qui est vachement intéressant sur l'histoire des États-Unis, comment l'histoire des États-Unis a muté sur moins de 200 ans, sur 150 ans. Ouais, et en plus, après, avec Obama, on sait quand même que c'est l'un des présidents les plus meurtriers des États-Unis, avec toutes les guerres, etc. Tout à fait. Mais ça a été caché par le fait qu'il y a un président noir, etc. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, c'est bien plus complexe. C'est bien plus complexe que voilà, faut toujours aller chercher la nuance. Voilà. Ok. Et il a combien celui-là? Celui-ci, il est à 27,95. Ok, bah, je pense que je prendrai l'un des deux le mois prochain du coup. Aucun problème. Il y a juste les catalogues d'Angoulême, vous le prenez chaque année? Ouais, alors ils ne sont pas immédiatement mis en ligne. Il faut généralement attendre un mois après Angoulême. Les anciens catalogues, en règle générale, sont toujours disponibles, sauf quand ils sont épuisés évidemment. Donc je peux repasser des commandes. Et généralement, il y a 2 ou 3 nouveaux catalogues par session de festival. Donc aujourd'hui, il y a à peu près, parce que ça c'est relativement récent qu'ils fassent des catalogues par festival, par session de festival. Ça doit faire 4-5 ans qu'ils font ça. Donc en gros, il y a 15-20 catalogues qui existent. Bon, il y en a autour du manga, il y en a autour des grands maîtres de la bande dessinée, il y en a sur des auteurs très précis, il y en a voilà.
Et t'en as sur d'anciens catalogues? Là, il me reste que celui-ci. C'est celui-là avec les planches. Et celui-ci, c'est avec toutes les planches de 50. Des 50 ans, ouais. Des 50 auteurs contemporains, plutôt contemporains, qui rendent hommage par 50 affiches aux 50 ans de la naissance d'Angoulême. Donc voilà, à chaque fois on a des auteurs différents qui illustrent. Le thème, c'était la lecture. J'ai tellement aimé celui de Urasawa. Ouais, Magnifique. ouais, je suis d'accord. Ouais. Et voilà, donc il y en a 50 comme ça, et sur le thème de la lecture. Alors c'est marrant parce que c'est aussi de voir l'interprétation sur un thème faite par plein d'auteurs différents, entre le punk, bonjour, entre le, bien sûr, entre le punk, le déjanté, il y a le dessin de presse, enfin tout y est. Et vous avez des anciens catalogues? Là j'en ai plus. Ah mince. Il y avait Emmanuel Guibert, qui est un grand monsieur aussi de la bande dessinée, un très très beau catalogue, qui était plus sur son travail de peintre. Et donc les autres catalogues, je peux les commander. Il y a eu deux ou trois catalogues aussi autour du manga. Ouais, parce qu'il y a celui de Mizuki que j'ai pas réussi à avoir. Ouais. Et je pense pas qu'il soit encore disponible. Lui, il est plus dispo. Mais Mizuki, c'est un chef-d'œuvre. J'en ai eu aucun encore, mais. À l'œuvre de Mizuki. Ça, dans mes recommandations, il faut commencer par Nonamba. Ouais, c'était chez vous que je l'ai pris en plus. Donc, ouais. 26,10 €. Et par carte. C'est parti. Alors du coup, je suis sorti de la librairie avec quelques achats. Enfin, quelques achats, il y a eu un seul achat. C'est du coup Nippon Yokai, que j'avais déjà des vues dessus quand il m'en avait parlé l'autre fois et que je trouvais super intéressant. Ce passage en librairie, je pensais que ça allait être une petite partie de la vidéo. Au final, tout ce qu'on s'est dit, j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, je réfléchis à faire une vidéo entière. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce qu'il a dit. À chaque fois que je pars là-bas et que je lui demande quelques recommandations, il me parle de certains titres et je me dis, en vrai, j'ai vraiment envie de le prendre. Après, pour ce genre de BD, généralement, c'est le prix qui peut freiner pour pas mal de monde. C'est au moins du 30 €, ce qui est souvent compliqué avec ce genre de titre. Ouais, en tout cas, ce qu'il m'a montré, c'est les prix, que ce soit manga ou BD. Généralement, on est sur du 30 €. Et 30 €, c'est assez compliqué en vrai de pouvoir investir tout simplement dedans. C'est quand même un budget. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à y aller. Depuis quelques temps, je passe un peu plus souvent et je vais faire en sorte de tester quelques recommandations. Parce que, ok, les mangas c'est cool, les comics c'est cool, mais il y a aussi des BD qui sont très intéressantes et dont les gens ne parlent pas forcément beaucoup. Et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. Du coup, je vous mets l'adresse de la librairie en commentaire ou directement à l'écran. C'est sur Vitry-sur-Seine. Franchement, même si la boutique n'est pas très grande comparée à certaines boutiques manga, franchement, au niveau titre, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Et je sais que tous les mois, je vais passer et prendre un petit tome de BD ou quoi, qui peut être intéressant. Là, Nippon Yokai, ça fait depuis le mois dernier, quand il m'en avait parlé, que je me disais que j'allais le prendre. Il m'avait présenté déjà toute la série, la collection, etc. Et je me suis dit, en vrai, autant le tester parce que ça vaut le coup. Passage à la poste a été un flop déjà. La librairie, ça s'est très bien passé, j'ai kiffé même. Il y a beaucoup de titres qui m'ont recommandé, dont on a parlé et j'ai envie de tester. Donc malheureusement, il y a beaucoup d'argent qui va partir sur les prochains mois sur certaines BD. Et là, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça va faire aussi un passage à un point relais où j'ai l'intégrale d'un manga à récupérer. Pas vous dire encore si c'est quoi le manga, mais c'est une intégrale en 5 tomes bien balèzes. Et je vous tiens au courant et vous le verrez du coup en fin de vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup là j'arrive à mon point relais, c'est un bubble tea. Du coup en plus il fait chaud là, donc je pense que je vais même me prendre un petit bubble tea. Je récupère mon colis, je me prends un bubble tea et à tout de suite. J'ai récupéré mon colis, il est balèze de fou en vrai. J'ai aussi mon petit bubble tea à la mangue qui est le meilleur goût fruité selon moi. Et du coup on se tient au courant pour la suite de la vidéo qui sera à Bazar du Manga. Du coup, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Du coup, là, je suis en route pour aller à Bazar du Manga. Je suis un peu en retard. À la base, je devais se rejoindre à 16h, 16h30. Et là, au moment où je vous parle, il est au moins 16h45, 50. Je crois que Bazar, ça ferme dans pas très longtemps. Genre 17h. Waouh. Genre 17h30. Enfin, du coup, juste avant. Ouais. Sinon, je te dérangeais dans ta vidéo. C'était pour savoir si t'es caméraman? Pas caméraman, non. 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 Pas caméraman? Non, mais je fais un peu de vidéo, on va dire. Ah, ok, merci. Ouais. Courage. Merci, bonne journée.
Du coup, bah, je sais pas si on aura forcément le temps. Bah, j'aurai forcément le temps d'acheter ce que je veux. Mais en principe, là, il y a une braderie, pardon. Il y a des tomes à 1 ou 2 euros. Donc, il y a des choses peut-être intéressantes. Donc, je suis en courant. Là, je vais rejoindre des potes à Bazar. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer la première fois quand je suis allé à Bazar du Manga dans ma première vidéo comment ça rendait l'intérieur. Et ce qu'on m'a dit par rapport à la première vidéo, c'est que bah, c'est un petit peu dommage qu'on voit pas forcément à quoi ressemble la boutique, parce qu'il y en a, ils n'ont pas forcément l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Du coup, je vais en profiter pour montrer à quoi ça ressemble. À Bazar du Manga, moi je compte surtout sur l'occasion pour un peu me mettre bien. Et du coup, bah, nouvelle sortie, enfin les nouveautés, pardon. Je vais sûrement prendre Mibu Gishiden, prendre le dernier tome d'Awashi. Je verrai sur place, déjà, en vrai. Parce qu'en fait, il y a déjà quelques sorties que j'ai déjà, via les services presse, etc. Du coup, bah, on verra sur place. Là, on arrive sur la route où il y a la boutique Bazar du Manga. Et là, je sais pas si vous entendez, mais il y a du coup des haut-parleurs, des mégaphones. Du coup, on entend des choses. Du coup, là, vous verrez, il y a pas mal de choses là. Et ça, c'est tous les ans. Il y a un petit défilé, il y a des boutiques. Et du coup, là-bas, vous avez Bazar du Manga, un peu plus loin. Bah, on va passer devant. Hein. Je rejoins les personnes dont je vous ai parlé et après, on verra. Bah, je vais faire un tour de la boutique et après. À tout de suite. Alors, il y a quoi? Il y a ça, il y a ça. Vous connaissez ça? Le tome 1, le tome 2. Bah, ça fait partie de l'équipe de Social Zone avec sous bouteille, langue. Ouais, sous bouteille, langue. Longtemps je suis pas allé en Bazar du Manga. Je me dis l'évolution qu'il y a entre l'ouverture et maintenant. Si on était là depuis les débuts, on est désorienté. Enfin à la maison. J'ai terminé les achats à la librairie Le Tome 47, à Bazar du Manga, et j'ai récupéré le colis Vinted dont je vous ai parlé en début de vidéo, l'intégrale d'un manga en 5 tomes qui est assez balèze, je vous le présenterai juste après. Je l'ai acheté à quelqu'un sur Twitter qui le vendait à un très bon prix, merci Drake pour l'occasion, et bah, je vais vous le montrer juste après. Là on va commencer par la recommandation que les libraires de la librairie Le Tome 47 m'a faite, c'est Nippon Yokai, le jeu des 10 histoires. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, ou juste pour faire une petite piqûre de rappel, déjà je précise, je ne l'ai pas encore lu, je me base sur ce que mon libraire m'a dit. Ces jeunes enfants seront autour d'un feu de camp et vont se raconter des histoires qui font peur. Sur les histoires qui font peur, il faut que les autres valident qu'elle fait bien peur. Et du coup, si c'est bien validé, la personne qui raconte l'histoire devra éteindre sa bougie. Et plus les bougies seront éteintes, et plus forcément l'ambiance va faire plus peur. Et il est dit que quand toutes les bougies seront éteintes, un yokai devrait apparaître. Et bah, l'histoire, ça m'a bien plu. Mon libraire me l'a très bien recommandé. Et si ça me plaît, je prendrai d'autres titres de Elisa Minini. Là, on est quand même sur un beau bouquin. En plus, je l'ai eu un peu moins cher parce qu'il y a un petit défaut de fabrication, on va dire. Et bah, du coup, bah, très content. Je vous en parlerai dans une future vidéo. Par rapport à ce que j'ai acheté à Bazar du Manga, là j'ai pris le tome 12 de Yona, Princesse de l'Aube. Pour ceux qui suivent un peu les vidéos, même sur Twitter tout simplement, à chaque fois que je fais un achat en librairie, je me prends un tome de Yona, au moins. Et souvent, il y a un occasion à Bazar du Manga. Là, pour le coup, il y avait un occasion un petit peu, mais c'est des tomes que j'avais déjà. Et j'ai entre 20 et 25 tomes déjà à la maison. Donc, je me rapproche déjà de l'intégrale vraiment du manga. Et j'espère pouvoir commencer le manga, je pense, fin d'année. Fin d'année, je pense que ça devrait le faire. La cover, en plus, je la trouve magnifique. Comme d'habitude, ça, c'est... Enfin, en tout cas, c'est pour l'instant, c'est typique des tomes que j'ai pu voir sur Yona, Princesse de l'Aube. À chaque fois que j'ai eu un tome dans les mains, je me suis dit, ah ouais, elle est vraiment belle. Par rapport à tous ceux qui m'ont fait la recommandation, c'est du shoujo, il y a de l'action. Apparemment, ça devrait vraiment me plaire, donc bah, j'ai hâte de commencer. Je pense que je vais commencer le manga quand j'aurai au moins les 30 premiers tomes. Et ensuite, un peu pour faire, entre guillemets, durer le plaisir, bah, j'irai chercher les tomes de temps en temps, un peu comme j'ai fait pour Blue Giants. Là, on va passer sur un de mes chouchous de ces derniers mois, c'est Mibu Gishiden, le tome 8, qui vient à peine de sortir.
Là, je l'ai un peu entamé déjà parce que en rentrant de la sortie qu'on a faite avec quelques potes, je me suis dit que je vais aller lire un des tomes que j'ai acheté et j'avais déjà le tome 8 et du coup, je me suis dit, ok, je vais commencer. Le début du tome 8 est déjà très touchant parce qu'on suit du coup la relation que Kanichiro Yoshimura avait avec sa mère. Pas mal de choses, c'était super touchant et du coup, ça parlait beaucoup des valeurs, des principes, sur ce quoi tient Kanichiro Yoshimura et ce que sa mère lui a transmis. Et franchement, déjà, juste sur ce début, ça a été efficace sur moi. Je trouvais ça hyper touchant. Et c'est une des choses que j'aime bien avec Nobuki Shiden. À chaque fois qu'on commence un des tomes, enfin à chaque fois, peut-être que j'abuse, mais il y a eu pas mal de tomes où je me suis dit, ah ouais, le début, il est touchant. Et très content de suivre cette série. Là, on est au tome 8, et du coup, il reste le tome 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 5 tomes à sortir, à publier. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, quand le manga sera fini, je passerai au film. Et je vais kiffer. Et soyez-en sûrs, il y aura une vidéo sur Mibugi Shiden. Parce que c'est une série qui m'a bien tenu à cœur et qui me tient à cœur tout court. C'est pas forcément le manga que je vais recommander à tout le monde, mais c'est le genre de manga qui, moi, me plaît beaucoup. Parce qu'on retrouve beaucoup de thématiques. Bon, je vais pas faire paraphraser tout ce que j'ai dit déjà dans les anciennes vidéos, mais gros coup de cœur sur cette série. Ça, on va en parler dans une future vidéo. Je ne sais pas quand. Ça sera sûrement dans longtemps. Mais je vais en parler un jour, ça c'est sûr. Là, on passe au dernier tome que j'ai acheté à Bazar du Manga. C'est une des BD qui a été le plus vendue en 2023. Et du coup, pour certains, je pense que vous l'avez déjà deviné, c'est Le Voyage de Shuna. Ce one-shot, ça fait extrêmement longtemps que je me dis que je vais l'acheter. À chaque fois, je repartais, je me disais, vas-y, plus tard, plus tard, plus tard. Et là, ce plus tard, c'est maintenant. Quand j'étais en librairie, je voulais me prendre le tome, déjà, Mibuki Shiden. Je voulais prendre Awashi, j'ai oublié de l'acheter, je suis dégoûté. Yona, comme d'habitude, c'est entre guillemets ce que je fais tout le temps quand je vais à Bazar du Manga. Et vu que j'avais pas forcément de choses qui me plaisaient en occasion et en neuf, j'étais pas forcément dans l'urgence d'acheter un de ces tomes-là, je me disais que je vais prendre un one-shot. Et du coup, avec les personnes qui m'accompagnaient, j'ai demandé est-ce qu'il y a un one-shot que vous recommandez. Il y a Errance d'Asano qui a été cité, il y a eu les récits d'Obana Shikanshiro qui a été cité. Et vers la fin, en se baladant dans les rayons, je vois au loin le voyage de Shuna. Et je me suis dit, ah ok, là c'est le moment de l'acheter. Du coup, je suis parti prendre le dernier tome. Je crois que c'était le dernier tome en rayon. Je l'ai pris, je suis très content et je vais forcément en parler dans une future vidéo, bilan lecture ou le commandant au rapport. Là, on passe à l'unboxing et du coup, le colis, il est bien balèze. Il est archi balèze. Là, peut-être que ça se voit pas, mais le colis, il est bien rempli. Et quand je vais vous montrer ce que c'est, vous allez comprendre pourquoi il est bien balèze. Et là, je vais l'ouvrir tout de suite. Et à tout de suite. Ça va sortir le cutter que j'utilise tout le temps quand je prépare des colis, quand je reçois. Le colis il a été soigneusement préparé, je suis bien content. Papier bulle, bien protégé sur les côtés. Alors, hop là. Du coup, il y a un mot, il est super sympathique. Là, je pense pas que vous pouvez le voir, du coup, je pense parce que ça sera pas dans le bon sens. Mais du coup, il y a marqué bonne lecture Houssen et j'espère que la série te plaira plus qu'à moi. Je vous montre à quoi elle ressemble. C'est parfait, je kiffe, je suis trop content. Alors, du coup, je vous montre le manga. Alors, du coup, regardez le nombre de pages, il y a tout ça pour ce manga. Et je pense que vous l'avez deviné au niveau du format, c'est du piquet graphique. Et le manga en question, c'est Dragonhead. Du coup, il y a les 5 premiers tomes. Enfin, les 5 premiers tomes. Il y a les 5 tomes, c'est l'intégrale. Et je suis très content parce que c'est un manga que je voulais grave découvrir. Vraiment très content. En vrai, pour 55 €, c'est une très bonne affaire parce que un seul tome, c'est 20 € si je me souviens bien. Et là, on est sur du coup du 11 € le tome. Donc, franchement, très content. C'est presque moitié prix. J'espère que ça me plaira. Hein. En tout cas, j'entends beaucoup de bien sur ce manga. J'en entends du bien surtout sur le début. Donc, j'espère que ça me plaira bien. Déjà, je vais vous lire le synopsis pour ceux que ça peut intéresser. Une classe de jeunes japonais rentre en train vers Tokyo lorsque, sous un tunnel, c'est l'accident. Teru, Nobuo et Aoko échappent à la mort, mais enterrés vivants. Comment ne pas sombrer dans l'obscurité? Et on a Katsukihiro Otomo qui a laissé un mot. C'est du coup l'auteur de Akira, pour ceux qui ne voient pas forcément qui est l'auteur. Le mot que Otomo a laissé, c'est
Minetaro Mochizuki est le mangaka le plus doué de sa génération. Et vraiment très content de l'intégrale. Je vous en parlerai dans une future vidéo, je pense à un bilan lecture, un commentaire au rapport ou alors tout simplement une vidéo sur le manga en entier. Je compte reprendre le concept de vidéo où je ferai une vidéo sur le début d'un manga et ensuite une vidéo sur l'œuvre dans sa globalité où je ferai un comparatif avec ce que je disais dans ma première vidéo. Je pense pas le faire sur ce manga. Après, c'est peut-être possible vu le nombre de tomes et de pages. Mais il y a des mangas qui sont déjà en préparation par rapport à ce concept. Déjà, je compte le faire pour Bakuman Reto. J'ai pas encore commencé, mais je compte le faire. Et on se tient au courant à ce moment-là. Donc, pour résumer ce que j'ai pris, il y a Nippon Yokai, Dragonhead l'intégrale, Le Voyage de Suna. Il y a également Mibugi Shiden et Yona. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été un plaisir de parler déjà avec mon libraire du tome 47. Il commence à aller de plus en plus dans sa librairie parce qu'il a des très bonnes recommandations de manga, plus de titres dont je n'ai pas forcément l'habitude de me renseigner et d'approfondir ma culture par rapport à ça. Il m'a parlé de pas mal de romans graphiques, de BD, il a aussi quelques comics et je pense que ses conseils sont bons sur tout ça et en plus il en parle très bien et il se renseigne, etc. et tout. Donc pour un libraire, certains vont dire que c'est normal, mais ça fait plaisir de pouvoir avoir un vrai relationnel avec son libraire où vraiment l'expérience client est vraiment garantie et vraiment bonne. Par rapport à Bazar du Manga, c'est du classique, ça fait des années que je vais là-bas. C'est très intéressant au niveau des prix et je continuerai à aller là-bas aussi. Et s'il y a des gens qui vendent des mangas comme Genji Hiroshima, comme Rookies, etc. Mes DM sont ouverts sur les réseaux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je pense que c'était un peu mieux que mes dernières vidéos au niveau du matos, etc. et la technique. Donc n'hésitez pas à faire quelques retours, ça ferait plaisir. Je répète, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à mettre un commentaire. On se retrouve donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo qui sera postée en principe sera soit un vlog de la Japan Expo ou alors une vidéo sur Old Boy. Old Boy, c'est un manga que j'ai grave kiffé quand je l'ai lu, c'était en 2023. Ça fait quelques temps que je collectionnais et j'ai commencé du coup en 2023. Je pense faire partie de ceux qui ont préféré le manga au film. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le film est pour moi, enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Pour moi, le film Old Boy n'est pas une adaptation. C'est juste une inspiration par rapport au manga. Pour moi, c'est juste ça. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Et par rapport à la psychologie, etc., je me suis beaucoup plus reconnu en lisant Old Boy qu'en regardant le film. Quand j'y reconnais, c'est pas forcément au niveau de se reconnaître dans les personnages, mais ça m'a bien plus parlé. Mais bon, je garde tout ça pour la prochaine vidéo d'Old Boy. Je ne sais pas quand ça sortira, mais en principe, ça devrait sortir en juillet. J'espère que ça vous plaira à ce moment-là. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été un plaisir de suivre tout ça, de faire cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais je vous dis salut. À la prochaine.